Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va suivre un petit peu l'actualité, aussi bien chez vous en France qu'ici aux États-Unis. Bonjour à toutes et à tous, la vidéo que vous allez voir là, excusez du peu, c'est rare, ça peut arriver. Il y a eu quelques petits problèmes techniques. Il y a eu un moment donné où mon doigt a touché l'écran, comme ceci, ou comme cela, ou comme cela, ou comme cela. Et puis je suis devenu flou, malheureusement. Et la clim. J'ai complètement oublié la clim. Donc peut-être que vous allez entendre un souffle durant cette vidéo. Je m'en excuse. Et je vous laisse maintenant avec cette nouvelle vidéo. Et moi, je vais faire des courses. En France, on a pu voir que votre ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, commence à se fâcher, il commence à mettre ses couilles sur la table en disant puisque c'est soit on sanctionne l'Algérie ou soit je m'en vais. Bah oui, parce que on est prompt à faire de la Russie l'ennemi numéro 1, mais par contre, quand vous avez un pays comme l'Algérie qui, elle, vous agresse, vous provoque, et jusqu'à preuve du contraire, la Russie n'a pas été provocatrice, elle n'a pas insulté les Français, ou elle a juste répondu à des affirmations de Macron, aussi à l'emporte-pièce qu'à son habitude. Mais très clairement, en ce qui concerne les OQTF, les ressortissants algériens qui sont expulsés de France et puis que l'Algérie n'en veut pas, mais un gouvernement un gouvernement et un président souverain, il aurait déjà depuis longtemps menacé de dénoncer les accords de 1968 avec l'Algérie. On ne peut pas se faire marcher sur les pieds comme ça. On a chez vous des ressortissants, vous avez chez vous des ressortissants algériens qui sont nuisibles, qui sont sous des OQTF. Alors évidemment, c'est des ordres de quitter le territoire français. Alors c'est une décision administrative, c'est pas une décision juridique. Donc, pourquoi ne pas transformer cette décision en décision juridique? La décision juridique, c'est l'expulsion. Mais même l'expulsion, elle est quasiment pas appliquée, puisque le pays d'origine n'en veut pas. Écoutez, nous, on n'en veut pas non plus, donc c'est vos ressortissants, vous récupérez, vous faites ce que vous voulez avec. Ou alors, on dénonce un accord, ou on suspend un accord, on est avec vous. Ah oui, mais le problème, c'est que peut-être qu'il y a certains intérêts en Algérie, de certains industriels français. Il ne faut pas trop se fâcher avec les Algériens. Donc du coup, vous allez continuer à supporter l'insupportable, l'inadmissible. C'est formidable, non? Mais par contre, le russe, c'est l'ennemi, le russe. Attention, sinon les Russes, les chars sur les Champs-Élysées. Attention, il faut renforcer l'Union européenne, il faut construire une armée. Ici aux États-Unis, nous avons M. Schultz, je crois que c'est Schultz, je ne sais plus, qui est le chef de file des démocrates de la Chambre des représentants, et qui a voté un texte de Trump. C'est la grosse guerre au sein du Parti démocrate entre la frange ultra-gauche menée par Bernie Sanders et AOC. Alors ce qu'on appelle AOC, c'est Alicia Ocasio-Cortez. Celle qui nous a fait le coup d'aller pleurnicher devant les barrières des camps de détention des immigrés illégaux en vue d'une expulsion, et qui en fait était un fake, puisqu'elle avait carrément simulé ça devant une grille bref. C'est un peu une excitée en fait. Et la frange Obama-Pelosi
Sauf que, je rappelle, sur les motivations, les engagements, les initiatives de Donald Trump concernant le traité de paix entre l'Ukraine et la Russie, nous attendons toujours la réaction d'Obama, de Biden, de Pelosi. Ah, Bernie Sanders. Alors, Bernie Sanders, en ce moment, il est présenté comme le résistant. Le résistant à Donald Trump. Bon, je ne vais pas revenir sur le bonhomme. C'est un mec qui est très social, oui, mais encore une fois, très social dans l'idée, mais avec l'argent des autres. C'est-à-dire avec l'argent des Américains de la classe moyenne, etc. Pas l'argent des riches. Ah ben non. C'est ça le problème aux États-Unis de tous les gens progressistes. C'est comme les gauchistes et l'ultra-gauche en France. Ils ont des idées, mais avec l'argent des contribuables, avec l'argent des Français. Quand c'est pas essayer de piquer dans la caisse des épargnes. C'est les mêmes, je vous rassure. Parce qu'évidemment, ici aux États-Unis, ça continue à pleurer. Alors Elon Musk a perdu, je ne sais plus, plus de 100 milliards, je crois, sur les marchés. J'ai envie de dire logique, si vous subissez une vendetta parce que vous foncez dans les brancards et forcément vous ne plaisez pas à tout le monde, alors pareil en France, boycott sur les produits Tesla. Alors ça me fait beaucoup rire parce que il y en a certains qui commencent aussi à dire puisque c'est comme ça, on va boycotter les produits américains. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Moi, ceci dit, je veux dire, que en France vous boycottiez les produits américains, vous vous en porteriez pas plus mal. Si vous arrêtiez de consommer du café de merde de chez Starbucks, si vous arrêtez de bouffer de la bouffe de merde de chez McDo, de chez Burger King, de chez Quick, parce que Quick appartient à Burger King, Five Guys, je crois maintenant vous avez en France. Pourquoi pas? Si vous arrêtez de boire du Coca-Cola, du Pepsi, du Pepper, peut-être qu'au niveau de la santé, vous y gagneriez, non? Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est quand même formidable que pendant des décennies, on a quand même jonglé sur les produits américains, la culture américaine, le rêve américain, et puis du jour au lendemain, parce que c'est Donald Trump, là, hop, ça y est, c'est parti. On a appris, par exemple, qu'il y a des Français qui ont supprimé qui ont annulé leur voyage aux États-Unis. Mais pourquoi? Vous savez qu'aux États-Unis, on a vécu 4 ans déjà avec Trump, et on est toujours là, on n'est pas mort. Les Américains ne se sont pas entretués, que je sache. Il n'y a pas eu de guerre civile. C'est quoi le but de retirer? Parce que c'est être en solidarité contre Donald Trump? Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là sont complètement lavés du cerveau? C'est-à-dire qu'ils sont prêts à boycotter des produits ou des voyages américains, mais par contre, c'est les mêmes qui mettent un bulletin de vote Emmanuel Macron présidentiel. Ah oui, pour faire barrage, parti de la haine. Le fameux parti antisémite. Le parti antisémite, qu'est-ce qui se passe là? J'ai appris quoi? Bardella et Marion Maréchal qui sont invités en Israël. Oui, parce que Bardella, Rassemblement National, Front National, c'est la même chose, c'est les mêmes, c'est la même culture. Donc c'est antisémite. S'il est antisémite, pourquoi il est invité en Israël? Il y a un hic là quand même, là il faudrait qu'on m'explique. Là pareil, la fameuse affiche d'Hanouna, de LFI. Alors vous avez quand même un mec de chez LFI, je crois que c'est Vanier, c'est ça,
qui a osé, alors il ne l'a pas dit ouvertement, mais on sous-entend que oui, enfin bon, si l'affiche elle a été mise comme ça, c'est parce que c'est la faute de quelqu'un qui a utilisé Croc, et que c'est Croc qui a donné... Croc, c'est le générateur d'images de X, hein, c'est Elon Musk. Limite, c'est la faute à Elon Musk. Faut en avoir vraiment dans le gilet. Hein. Mais de toute façon, ils sont baisés, hein, les filles, puisque Hanouna a porté plainte. Donc s'il a porté plainte, la LFI sera obligée de dire qui a écrit le petit prompt sur Croc, hein, puisqu'il y a un mec du RN, je crois, qui a fait l'expérience pour essayer d'obtenir le même type d'image. Les prompts qui ont été utilisés, donc c'est-à-dire la requête hein, qui a été utilisée, là, LFI, ils sont dans la merde, parce que quand vous utilisez ces outils-là, il est bien stipulé, avant de vous en servir, quand vous couchez la petite case, je certifie d'accord et j'autorise, etc., que tout est archivé. Donc la justice française peut très bien demander à X le prompt qui a été réalisé pour cette image. Et on verra bien. Hein. Puis même au sein de LFI, quand tu vois l'affiche, je sais pas, qui valide? Il y a bien quelqu'un qui a validé l'affiche. Il y a bien quelqu'un qui a vu que l'affiche, il y avait quand même quelque chose... hein. Mais non, mais ils sont tellement dans la haine de Hanouna, de Pascal Praud, de Ferrari, de... Comment elle s'appelle l'autre, là, journaliste, je me souviens plus de son nom, là. Qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont pondu une affiche, oui, qu'en effet, il n'y a pas photo, quoi. Alors, certains me diront, oui, mais enfin bon, c'est une maladresse, ça peut arriver, je ne pense pas que c'était dans l'intention d'un acte antisémite, etc. Alors, attendez, s'il y a des gens qui pensent ça, quand ce genre de choses arrive du côté du Rassemblement national, alors ayez l'honnêteté de reconnaître aussi l'erreur humaine du côté du Rassemblement national. Ah ben non, parce que quand c'est du Rassemblement national, ou quand c'est un parti considéré comme d'extrême droite, là le raccourci on le fait tout de suite. Le raccourci il est acquis, c'est normal, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est la seule vérité. En revanche, la LFI, ils essaient de tortiller du cul pour chier droit. Alors qu'au lieu de dire oui, on est désolé, on a dérapé, il y a eu une erreur, etc. Bon, ils ont retiré l'affiche, mais non. Pourquoi non? Pourquoi vous n'admettez pas que vous avez fait une connerie? L'erreur est humaine. Au contraire, vous auriez plus à gagner de dire que vous avez fait une connerie que de tenir le bâton en disant non, limite, liberté d'expression, c'est parce que c'est l'extrême droite qui déforme tout. Il y a un moment donné où le narratif, quand les gens, un tant soit peu intelligents, un tant soit peu réservés, modérés, avec un libre arbitre, commencent à se rendre compte que on est prêt à accuser, à montrer du doigt un camp parce qu'il a fait ceci ou cela, ou parce qu'il a dit ceci ou cela. Et par contre, quand c'est l'extrême gauche ou la gauche, quand elle fait le même type de conneries, là, oui, oh non, mais il faut nous pardonner. C'est pas grave. C'est pas grave parce que nous, on est le camp du bien. Nous, on est le camp qui lutte contre l'extrême droite, contre les fachos. Oui, mais à force de vouloir vous convaincre que vous voulez lutter contre les fachos, vous finissez par avoir des actes de fachos. Commencez à prendre des décisions et des orientations qui sont celles de dictature, par la censure. La censure de C8. Pourquoi punir? C8 a été supprimé de la TNT parce que C8 a joué un jeu dangereux. Mais à la limite, elle a joué un jeu dangereux, l'Arcom aurait pu la sanctionner, continuer à la sanctionner.
Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Canal+, Bolloré disent bon, on va arrêter les conneries, on va redresser un petit peu la barre, etc. Non. Donc finalement, l'Arcom, ils ont fait une connerie parce qu'ils n'ont pas supprimé C8 de la TNT parce que C8 n'a pas correspondu, n'a pas respecté le cahier des charges. C'est parce que y a des émissions qui dérangent. En l'occurrence, l'émission d'Hanouna, TMP, touche pas mon poste. Bon, je vous le dis, je ne défends pas Hanouna, ou jamais aimé cette émission. J'ai trouvé l'émission toujours un petit peu borderline, infantile, avec des chroniqueurs qui donnent leur avis alors qu'ils n'y connaissent rien sur certains sujets. Mais voilà, c'est populaire, ça marche bien, ça fait de l'audience. Non, en fait, ce qui est dangereux, c'est l'audience. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent cette émission et qui, fatalement, on se dit, les gens qui regardent Hanouna, finalement, c'est des crétins. Donc on va empêcher des crétins de regarder l'émission d'Hanouna. Sauf que c'est loupé parce que l'émission d'Hanouna aujourd'hui, elle est sur plusieurs canaux, y compris sur SFR et YouTube et plusieurs canaux de Canal+. Alors, oui, c'est moins impactant au niveau du chiffre d'affaires quand il y a des annonceurs, mais finalement, sur YouTube, par exemple, l'émission, si YouTube met des pubs, alors on dit oui, mais à la rentrée sur M6, ils ont mis un cadre. Oui, ils ont mis certainement un cadre pour assurer, mais d'ici là, il y aura de l'eau qui va couler sous les ponts, c'est moi qui vous le dis. Les Européens et Macron, où est-ce qu'on en est là avec l'Ukraine? Non, parce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai réarmé quelque chose qui n'a jamais été armé d'ailleurs. Pour que ça soit opérationnel, il faut au minimum 10 ans. Alors à moins que, et là je le répète, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mais si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, là je vais vous le répéter encore une fois, à moins que tout ceci fasse partie d'un plan, le même plan que je vous avais expliqué depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire le transfert des souverainetés. C'est-à-dire la mutation de la Commission européenne et du Parlement en entité exécutive et législative, qui nécessitera le transfert de la totalité, de l'intégrité des souverainetés des pays membres, y compris la souveraineté de la défense. Alors évidemment, chaque pays gardera son armée, mais l'armée devra avoir le doigt sur la couture devant Bruxelles, et Bruxelles pourra très bien, par un comité de défense européen, décider de dire à tous les pays, voilà, hop, on siffle la partie. Donc, alors la Pologne, vous mettez combien? 100 000, ok. La France, combien vous en mettez là? 60 000, c'est pas assez. Il va falloir que vous fassiez de la conscription, rétablir un service militaire. Nous, ce qu'on veut de chez vous, c'est 200 000. Bon, l'Allemagne, combien vous êtes capable de mettre là? 150, c'est bien. L'Espagne, combien? 80. C'est pas mal, mais il faudra faire un effort. Bon, puis sinon, au niveau budget et au niveau matériel, bon, ce qui est un peu chiant, c'est que niveau matériel, les Français, les Rafales, vous en avez combien là? Combien vous pouvez mettre de disponibilité pour l'armée européenne? Les Allemands, là, vos chars Léopard, là, vous en avez combien? Bon, la moitié, allez. La moitié, vous les mettez sous les ordres du général Tartampion de l'armée européenne. C'est ça, en fait, qu'ils veulent construire, et ça ne marchera pas. Rendez-vous compte que là, ils sont en train de faire exactement la même chose en Hongrie que ce qu'ils ont fait là en Roumanie. La Hongrie, je rappelle, les élections présidentielles, c'est en 2026. Et bien déjà, on commence à lire, nous ferons tout pour que Orban ne soit pas réélu. Pardon?
Déjà que vous avez empêché le mec en Roumanie, alors sous prétexte parce que c'est un mec d'extrême droite. Donc ça veut dire que tous les gens d'extrême droite, tous les policiers, tout parti d'extrême droite dans tous les pays de l'Union européenne, en fait le message c'est disparaissez parce que de toute façon on fera tout pour que vous ne soyez jamais élus. Elle est où la démocratie là ? Il y a un truc qui cloche, ça va pas. Hein. Mais voilà, ça rejoint ce que je vous disais sur le fait que Trump retire les États-Unis. Alors attention, quand je dis retire les États-Unis, là on est en train de vous raconter que oui, regardez l'inflation sur les marchés, certains, le Nasdaq a chuté, l'économie américaine est en train de s'effondrer, etc., etc. Oui, un peu logique. Sauf que les marchés, il y a un moment donné où ça va se rééquilibrer, ça va se résorber, le marché va absorber. Hein ? Souvenez-vous, ce que disait Minsk quand il y a des petites crises. Non mais vous inquiétez pas, la flexibilité des marchés fera que ça va s'absorber. Ah oui, parce que on est d'accord que les 100 jours de Donald Trump, c'est ce qui va être le plus décisif. Or là, actuellement, ils foncent dans le tas. Là, c'est même des trucs, des fois, qui ne sont pas forcément utiles. Là, l'idée de mettre 200% de taxes douanières, ouais, enfin bon là, c'est de la provoque, etc. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu passer ? Le Canada, pourrait-il rentrer dans l'Union européenne ? C'est le syndrome Eurovision, là, vous savez ? Vous savez que l'Eurovision, c'est normalement le concours de chant des pays européens. Puis un jour, on a dit, bah tiens, ce serait bien, pour faire plaisir à Israël, on va mettre Israël dans l'Eurovision. On va ouvrir le champ des possibles. On va ouvrir les portes. Le Canada dans l'Union européenne, et pourquoi pas le Brésil ? Pourquoi pas le Venezuela, l'Honduras, le Salvador, pourquoi pas la Thaïlande, le Vietnam ? Ça n'a pas de sens. Ou alors ils cherchent du pognon. Ou alors ils cherchent à renforcer justement, ou essayer en catimini de trouver des issues pour... Parce que je rappelle que là, Trudeau, il est parti. Maintenant, c'est le nouveau, là, Scanière, je ne sais plus, là. Mais lui, il est là que en remplacement de Trudeau jusqu'aux prochaines élections à la fin de l'année, je crois. Ah bah oui, dans le Canada, c'est pareil. Hein. Les Canadiens, ils ont peur. Hein. Je rappelle que le Canada, quand même, c'est un grand pays, ok. Mais alors, par contre, au niveau démographie... c'est un peu limite. Hein. Je crois qu'il y a à peu près 70-80% de la population qui vit dans les grandes métropoles urbaines. Alors oui, forcément, tout ce qui est urbain, c'est forcément progressiste. Regardez en France, regardez toutes les grandes villes, toutes les grandes et moyennes villes, tous les maires sont quasiment que des progressistes. Des gens de gauche, des écolos... Oh, il y a quelques villes, oui, en effet, dans le sud, qui sont sous la main de partis d'extrême droite, de droite. Mais bon, bah ça continue en fait, ça continue le bordel. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai vu passer. C'est déjà pas mal. Et ça aggrave encore plus la situation finalement. Ah, je suis désolé, vous m'avez eu flou. J'ai mon doigt qui a touché. Ça, c'est les aléas de la technique.
On se retrouve pour une prochaine vidéo, on suit un petit peu l'actualité. Et puis, que puis-je vous dire d'autre? Bonjour, puis du mieux.